Salut, c'est Mia Kassissa. Bienvenue dans cette vidéo où je t'enseigne le Requirements Gathering à travers les 4 niveaux de User Stories que nous allons étudier tout au long de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, commençons donc par poser le contexte afin de t'aider à te situer. Cette vidéo est une vidéo sur ce qu'on appelle le Business Analysis ou encore analyse métier et plus particulièrement une vidéo sur le Requirements Gathering qui est un process d'analyse métier permettant de collecter les exigences dans le cadre des projets de développement de systèmes d'information, mais parfois aussi dans d'autres domaines de gestion de projet. Alors, qu'est-ce que le business analysis ou qu'est-ce que l'analyse métier? L'analyse métier consiste à identifier les besoins d'une entreprise et à trouver des solutions pour répondre à ces besoins. Cela peut inclure des changements dans le processus, euh, le développement de nouveaux systèmes d'information ou l'amélioration de systèmes existants. Ceux qui pratiquent le business analysis sont appelés business analysts, ou si tu veux, des analystes métiers en français. Ces derniers jouent un rôle crucial dans la connexion entre les différentes parties prenantes, à savoir les utilisateurs finaux, les développeurs, le product owner, l'équipe dirigeante de l'entreprise concernée, et ainsi de suite. Donc, il faut la connexion entre les différentes parties prenantes et les solutions techniques, on va dire. Parmi donc les responsabilités d'un business analyst, on peut citer ou inclure la compréhension des objectifs stratégiques de l'entreprise, l'analyse des processus métiers existants et l'identification des inefficacités, le recueil, la documentation et la validation des exigences des parties prenantes. Donc c'est ça qu'on appelle requirements gathering, et la facilitation de la communication entre les équipes techniques et les parties prenantes non techniques, mais aussi la proposition. C'est-à-dire qu'un business analyst doit pouvoir proposer des solutions qui maximisent la valeur pour l'entreprise tout en restant faisable techniquement parlant. Requirement gathering ou collecte des exigences. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un process spécifique de l'analyse métier faisant référence au processus de collecte, de documentation et de gestion des besoins et attentes des parties prenantes pour un projet ou un système d'information. Les étapes clés du Requirements Gathering incluent l'identification des parties prenantes. Il est important pour le business analyst de repérer toutes les personnes ou groupes qui auront un impact sur le projet ou qui seront impactés par celui-ci. Après avoir identifié les parties prenantes, il doit maintenant recueillir les exigences et pour ça, plusieurs facteurs techniques existent, à savoir les interviews, euh, plusieurs techniques existent. Donc, il y a la technique des interviews, il y a les sondages, il y a les ateliers, donc les workshops, et ainsi de suite, justement pour comprendre ce que chaque partie prenante attend du projet. Ensuite, après cette collecte, le business analyst va devoir documenter de façon formelle les exigences recueillies sous forme de documents, de user stories ou de spécifications fonctionnelles. Ensuite, il faut faire valider. Le business analyst va faire valider les exigences documentées pour s'assurer qu'elles sont correctement comprises et acceptées par toutes les parties prenantes. Enfin, la dernière étape, c'est de gérer tout cela de façon à suivre et à gérer, permets-moi la tautologie, les changements d'exigences tout au long du cycle de vie du projet pour garantir justement que le projet final réponde aux besoins identifiés préalablement. En somme, le business analysis est une discipline plus large qui englobe le requirement gathering et qui vise à s'assurer ou à assurer que les solutions proposées répondent efficacement aux besoins métiers de l'entreprise. Petit warning.
Il est recommandé de connaître ne fût-ce que les bases de l'agile pour bien suivre le reste de ce cours ou de cette vidéo, ce mini-cours de cette vidéo. Plus spécifiquement, il faut maîtriser les termes comme Product Owner, User Story, pour ne citer que ceux-là. Donc, je vais maintenant rapidement définir ces termes, mais si tu es complètement nouveau au concept Agile ou Scrum, alors je te recommande d'aller suivre ma série de vidéos sur ce sujet. Tu as le lien dans la description et je profite aussi de t'annoncer que très prochainement, je publierai carrément une masterclass sur l'agile. Ce sera un cours, une masterclass un peu beaucoup plus profonde que les vidéos que je te recommande actuellement d'aller suivre et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi immédiatement sans oublier d'activer la cloche des notifications. Qu'est-ce que le Product Owner? Le Product Owner, abrégé PO, est un rôle central dans la méthodologie agile. Le Product Owner a pour responsabilité de maximiser la valeur du produit qui est en train d'être développé. C'est celui-là qui est garant de la vision du produit à développer. Il le connaît de bout en bout. Il dit ce qu'il faut développer et ce qu'il ne faut pas développer. Il valide ou rejette le travail fait, le travail livré, selon les critères d'acceptation ou definition of done. Il est un interlocuteur privilégié pour le business analyst. Pour résumer, le product owner est le gardien de la vision du produit. Il est responsable de s'assurer que les développeurs travaillent sur les bonnes choses, les plus pertinentes, de façon à maximiser la valeur du produit à livrer. Un épique est un grand ensemble formant une fonctionnalité qui, en raison de sa complexité ou de son ampleur, doit être décomposée en éléments ou fonctionnalités plus petites et gérables appelées user stories dans le cadre d'un projet agile. Voyons de plus près ce qui caractérise un épique. Un épique est généralement trop grand pour être réalisé en un seul sprint. C'est la taille et la complexité. Ensuite, nous avons la capacité des épiques à être décomposés en user stories plus petites et spécifiques, qui sont ensuite priorisées et planifiées à travers des sprints. Cette décomposition permet à l'équipe de travailler de manière incrémentale et de livrer des morceaux fonctionnels du produit rapidement et progressivement. Aussi, les épiques sont utiles dans ce sens que ils favorisent aussi une certaine flexibilité dans ce sens que au fil du temps, il peut évoluer et certaines user stories peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées en fonction de la progression du projet ou des retours des parties prenantes. Par exemple, si un épique s'intitule mise en place d'un système de paiement, alors on pourrait subdiviser cet épique pour avoir des éléments comme créer une interface de paiement, intégrer des options de paiement par mobile money, implémenter la sécurité des transactions, envoyer des notifications de confirmation après paiement. Tout cela va être transformé en user stories. Maintenant, qu'est-ce qu'une user story? Une user story est une description simple et concise d'une fonctionnalité ou d'une exigence du point de vue de l'utilisateur final. Elle est utilisée dans la méthodologie agile pour capturer les besoins de l'utilisateur tout en restant non technique afin que l'équipe de développement puisse comprendre clairement ce qui est attendu. Cela étant dit, une user story a une structure qui se présente comme suit. En tant que type d'utilisateur, je veux objectif afin de bénéfices attendus. Par exemple, en tant que client d'une boutique en ligne, je veux pouvoir enregistrer mes articles préférés dans une liste de souhaits afin de les retrouver facilement pour les acheter plus tard. Après, on se rend très vite compte qu'une user story est accompagnée de critères d'acceptation décrivant les conditions que la fonctionnalité doit remplir pour être considérée comme réussite et prête.
Ces critères servent de boussole aux développeurs et permettent de vérifier la fonctionnalité, que la fonctionnalité fonctionne comme prévu. Dans l'exemple que j'ai pris ci-dessus, on peut noter comme critère d'acceptation le fait que l'utilisateur doit pouvoir ajouter des articles à une liste de souhaits en un seul clic. L'utilisateur doit pouvoir accéder à sa liste de souhaits à travers son compte. Les articles dans la liste de souhaits doivent être visibles avec des options pour les supprimer ou les ajouter au panier. L'acronyme INVEST nous permet de regrouper les caractéristiques d'une bonne user story. Une bonne user story doit être indépendante, dans ce sens qu'elle doit pouvoir être réalisée ou implémentée sans dépendre d'autres user stories. Une bonne user story ne doit pas être une spécification rigide, car elle doit plutôt pouvoir évoluer. Une bonne user story doit apporter une valeur tangible à l'utilisateur final ou au produit. Une bonne user story doit pouvoir être estimée en termes de temps de développement. Une bonne user story doit être suffisamment petite pour être développée en un seul sprint. Enfin, une bonne user story doit donner la possibilité d'être vérifiée contre les critères d'acceptation prédéfinis. Pour clôturer avec cette section sur les user stories, on va aborder leur pourquoi. Les user stories aident à se concentrer sur les besoins de l'utilisateur final plutôt que sur les aspects techniques. Elles favorisent la collaboration entre développeurs, product owners et les autres parties prenantes, tout en permettant une flexibilité pour ajuster les exigences au fil du projet. Pour conclure, une user story est un outil clé en Agile Scrum pour capturer les besoins du point de vue de l'utilisateur final, décrivant ce qui doit être fait et incluant des critères d'acceptation pour vérifier sa conformité aux attentes. Maintenant que tu es armé de ce savoir, nous allons revenir à notre sujet principal pour cette vidéo, à savoir comment utiliser les 4 niveaux de user stories pour faire du requirements gathering en tant que business analyst. Quels sont donc ces 4 levels de user stories? Comme tu peux le voir, les 2 premiers levels représentent le contexte métier, donc le business context, et les 2 derniers levels vont impliquer les détails fonctionnels dont les développeurs vont avoir besoin pour créer des user stories conformément à ces levels. Donc pour récapituler encore, voici à peu près comment ça se présente. Tu as les 2 premiers niveaux, donc L1 et L2. L1 pour Business Process User, L2 pour Process Activity. Ces 2 niveaux interviennent au niveau du contexte métier. Et on a les 2 derniers niveaux, L3 et L4. Donc L3 c'est Information System Capability et L4 c'est Capability Subset. Donc ce dernier groupe aide plutôt à obtenir des détails qui vont aider les développeurs donc à implémenter la solution. Commençons donc par les user stories de niveau L1. Une user story de niveau L1 identifie un utilisateur participant à un process métier. Un utilisateur ici, ça peut être une personne, une fonction, un rôle, un groupe, une organisation ou un autre système. Sur ce schéma, tu peux voir un exemple d'une user story de niveau L1 d'un acheteur en ligne impliqué dans un process métier d'achat en ligne. Cette user story pourrait s'écrire comme suit. En tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir acheter des produits en ligne afin de ne pas avoir à me rendre physiquement dans une boutique. À travers des discussions avec le product owner et des experts ayant une maîtrise spécifique du process concerné, toute story de niveau L1 va être raffinée pour produire des user stories de niveau L2. Et chaque story de niveau L2 va représenter l'activité métier elle-même, le process activity que le product owner veut prendre en charge dans le système d'information.
Une user story de niveau L2 identifie une action, une activité métier. Cette user story va avoir pour contexte la user story de niveau L1 dont elle découle. Chaque user story de niveau L2 représente l'intention du product owner faisant état qu'une telle activité doit être supportée par le système d'information. À partir de notre user story de niveau L1 et de notre schéma précédemment vu, une story de niveau L2 pourrait être, par exemple, en tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir parcourir des produits afin de pouvoir commander ce que je souhaite acheter. Toute user story de niveau L2 va être raffinée en une ou plusieurs user stories de niveau L3. Mais avant d'aborder les user stories de niveau L3, je vais t'introduire aux 5 capacités fondamentales d'un système d'information. La première capacité fonctionnelle d'un système d'information, c'est de savoir si ce dernier doit supporter une interface utilisateur permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système en temps réel. La deuxième capacité, c'est de savoir si le système doit fournir un état du système d'information à un utilisateur. Un état du système qui doit être lu par une personne physiquement, comme par exemple sous forme de document imprimé. C'est ça le rapport. La troisième capacité, permet au système de supporter des données en entrée de la part d'un utilisateur. La quatrième capacité, c'est de permettre au système de fournir un état du système d'information à un utilisateur en format numérique destiné à être lu par une application ou par un autre système. Enfin, la cinquième capacité permet à un système d'information d'utiliser des informations dont il a déjà accès dans le but d'exécuter un process activity sans l'intervention d'un utilisateur. Quelles capacités sont nécessaires à inclure pour supporter un process activity donné relève du ressort du product owner et c'est une décision qui se prend généralement lors des discussions d'affinage de user stories de niveau L2 pour produire des L3. Les scénarios suivants doivent être considérés lorsqu'on crée des user stories de niveau L3 portant sur les capacités du système d'information pour supporter une user story de niveau L2 portant sur un process activity donné. Concernant les sources d'information externes, il faut se poser la question de savoir est-ce que le process activity concerné est mieux supporté par le fait qu'un utilisateur devrait entrer des données via une interface? Existe-t-il une source de données lisible par la machine pouvant être importée? Existe-t-il un besoin ou une justification d'avoir les deux capacités? En ce qui concerne le référencement des informations système, c'est-à-dire, il faut se poser la question de savoir est-ce que l'utilisateur est mieux supporté en lui permettant d'avoir accès aux données en temps réel sous forme de fichiers exportés? Ou existe-t-il un besoin ou une justification d'avoir les deux capacités? En ce qui concerne la création d'informations, en se basant sur les informations existantes dans le système, il faut se poser la question de savoir, une interface utilisateur doit-il être fournie pour aider la personne qui exécute le process activity? Est-ce que le product owner veut que le système ait cette capacité? Ou existe-t-il un besoin ou encore une justification d'avoir les deux capacités? Une user story de niveau L3 devrait être créée pour chaque capacité dont le product owner estime que la valeur en vaut la peine. Le diagramme système suivant montre les capacités fonctionnelles supportant les utilisateurs. On peut donc constater que pour acheter et commander, on a besoin d'une interface utilisateur. Pour le reçu, c'est un rapport, une capacité rapport, et ainsi de suite. Tout est sur le schéma comme tu peux le constater. Encore une fois, toutes les process activity à prendre en compte relèvent de la décision du product owner. Techniquement parlant, c'est au développeur de démontrer comment il supporte au mieux ces process activity. Et dans le cas où
ils souhaitent réduire ou augmenter le nombre de process activity à développer ou à prendre en compte, ils devront démontrer en quoi leur approche est pertinente auprès du product owner. Pour résumer, une user story de niveau L3 représente une capacité logicielle parmi les 5 capacités fondamentales que nous venons de voir, que je venais de te présenter, adressant ainsi chacune un process activity précis. La discussion pour raffiner une user story de niveau L3 doit inclure le product owner et toute autre personne pertinente. Le but est d'arriver à une même compréhension de la capacité logicielle en question. Il s'agit aussi de déterminer les détails à propos des données, des labels et des actions déclencheurs du process activity en question. Ces détails, suivis de diagrammes, de maquettes et autres ressources complémentaires, sont ajoutés à la user story de niveau L3 dans la section critères d'acceptation. Aussi, durant ces discussions, de nouvelles capacités à supporter peuvent être identifiées. Et je répète, chaque capacité identifiée doit avoir sa propre user story de niveau L3 dans le contexte de la story L2 adéquate. Et la conversation de raffinage est à faire pour chaque story. Une user story de niveau 4 représente un sous-ensemble significatif au niveau métier d'une capacité système dans le contexte précis d'une user story de niveau L3 donnée. Une story de niveau 4 est créée soit pour contenir des éléments isolés d'une story L3 qui n'a pas encore été livrée, soit des éléments représentant un ajout ou une modification à une capacité existante, c'est-à-dire déjà livrée. Un exemple à ce stade, et conformément à notre exemple depuis le début, pourrait être quelque chose comme: en tant qu'acheteur en ligne, je veux pouvoir enregistrer pour plus tard des articles que je ne souhaite pas acheter tout de suite afin qu'ils soient disponibles pour mes futurs achats. Les discussions de raffinage d'une story de niveau 4 impliquent les mêmes personnes et détails que la story L3 qui lui a servi de contexte. Pour conclure, le but de cette vidéo était d'aider justement les business analysts à comprendre comment capturer les exigences ou encore les requirements, c'est-à-dire les exigences par rapport à des projets de développement d'un système d'information sous forme de ce qu'on appelle les user stories. Donc, nous avons étudié dans cette vidéo 4 niveaux de user stories qui permettent justement cela. Le premier niveau couvre ce qu'on a appelé Business Process User. À ce stade, il s'agit d'identifier un utilisateur à prendre en compte dans le système d'information conformément à un process métier donné. À partir des user stories, maintenant des user stories de niveau L1, on va pouvoir produire des user stories de niveau L2. Dans le contexte maintenant d'un utilisateur impliqué dans un business process ou process métier donné, une activité connexe qu'on a appelée activity process ou process activity doit être supportée par le système d'information. À partir de user stories de niveau L2, on va pouvoir produire des user stories de niveau L3. Les user stories de niveau L3 permettent de mettre à leur tour en évidence ou en exergue les capacités du système d'information à développer parmi justement les 5 capacités standards que j'ai abordées dans cette vidéo. Ces capacités sont choisies pour mener à bien le process activity concerné sous la supervision du product owner. À partir de user stories de niveau L3, on va pouvoir produire des stories de niveau L4 avec tous les critères d'acceptation, les labels et détails sur les événements déclencheurs du process activity. Dans le contexte d'une capacité logicielle donnée, un lot significatif de données, de labels et d'éléments déclencheurs doit être fourni.
L'affinage des stories de niveau L4 permet de produire des sous-ensembles concernant les détails sur les critères d'acceptation relatifs à l'ajout ou à la modification de la capacité qui est en train d'être traitée. Jusqu'ici, nous avons utilisé des appellations génériques. C'est donc à toi d'adapter tout ce contenu que j'ai partagé par rapport au modèle agile ou à la méthode agile que tu utilises. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ma masterclass, mon prochain cours sur le concept agile. Je vais aller un peu plus en détail.